Fauteuil blanc. Bosco Ntaganda arrêté pour la CPI. Guerre à l'Est en voie d'être éradiquée. Fibre optique et autoroute de l'information en voie d'être réalisées en RDC. Entre-temps, que fait le gouvernement et les politiques? On en parle aujourd'hui dans Fauteuil blanc. Fauteuil blanc. Invité. Trifon Kinké Mulumba, ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications. Prêt pour que le chef de l'État appuie sur le bouton et fasse basculer le pays sur les autoroutes de l'information. Fauteuil blanc. Ma rencontre avec Kabila. Je suis convaincu du fait qu'il porte un destin. Je suis convaincu du fait qu'il porte une puissance humaine. Et je suis convaincu du fait que c'est Dieu qui le protège. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre émission. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir un des membres importants de la République démocratique du Congo. Il est en charge des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir le ministre Trifon Kinké Mulumba, que je demande de nous rejoindre sur ce plateau de fauteuil blanc. Prenez votre fauteuil. Je vous en prie. Installez-vous. Je rappelle que... Installez-vous, monsieur le ministre. Je vous signale, monsieur le ministre, que vous êtes, pour la première fois, l'invité pour cette émission qui est très attendue, parce que l'actualité en ce moment, c'est la fibre optique en RDC, mais c'est également l'arrestation de Bosco Ntaganda qui s'est rendu à la justice internationale via le Rwanda. Mais c'est aussi les journalistes qui sont en face de vous, qui vont vous interviewer dans cette émission. Paul Diakessé, un journaliste très connu ici en RDC, indépendant, Fabien Lumba, la Télé 50, Karine Kabututu, Raga Télévision, et puis un étudiant de la deuxième licence au campus de Kinshasa, ici, il s'appelle Jerry Kapambo. Alors, Kinké Mulumba, lorsqu'on parle de lui, on parle de vous en tant que tribun, homme politique, spécialiste de la communication, mais vous, à titre personnel, comment vous vous présentez? Un peu tout cela. Professeur, j'aime bien. Et les communications, je pense que je les ai étudiées à l'université. Sinon, je laisse à chacun le soin de me présenter comme il entend. C'est un peu modeste, hein, parce que l'homme politique que vous êtes maintenant, professeur autrefois, journaliste, vous le restez. Et on le verra tout à l'heure dans votre portrait. Mais lorsque vous êtes devant l'opinion, comme c'est le cas aujourd'hui, en cette période-ci, l'objectif pour vous, c'est quoi? Vous voulez séduire la communauté nationale, internationale, ou vous avez un message particulier pour ceux qui vont vous suivre? Je n'ai pas de message. J'ai une information à apporter, j'ai des réponses à donner aux questions que vous posez, que le journaliste se pose, que le peuple se pose. Voilà, je n'ai pas de message, j'ai des informations à donner. Merci beaucoup, monsieur le ministre. ministre. Des réponses à apporter. Nous nous sommes aussi fait un petit devoir de nous intéresser à votre vie, votre parcours, et je vais vous demander de suivre cet écran, et vous allez prendre connaissance avec nous du portrait de l'invité du jour. Tribun hors pair, la soixantaine révolue, Kinké Mulumba recèle les qualités d'un politicien complet. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'il a excellé pendant ses études. Il a en poche un doctorat en politique de Sorbonne à Paris, avant lequel, tour à tour, l'homme a engrangé des diplômes en communication, en journalisme et en sciences politiques, dont il est professeur.
Professeur aussi de l'histoire de la presse à l'ISTI, rebaptisé IFASIC, puis conseiller technique au cabinet du secrétaire général de l'Institut Makanda Kabobi. Kinké est patron du journal Le Soft International, un des rares journaux du pays dont la renommée dépasse les frontières nationales. L'un des derniers ministres du Sérail Mobutu dans le gouvernement national du général Ikulia, un gouvernement qui n'a existé que pendant quelques mois. Il fut ministre de l'Information. C'était sa première expérience dans un exécutif national en tant qu'homme politique, avant d'aller en exil en Belgique lors de l'arrivée de l'AFDEL. À son retour, il sympathise avec un mouvement rebelle, le Rassemblement congolais pour la démocratie, un mouvement basé dans l'est du pays et soutenu par le Rwanda, puis s'en rétracte. Trifon Kinké rejoint alors en 2006 la majorité présidentielle et siège pour la première fois à l'Assemblée nationale comme député national, indépendant élu de la circonscription électorale de Massi Manimba dans la province du Bandundu, dont il est originaire. Avec son parti, le PA, Parti de l'Action. En 2011, aux législatives, il a réussi à faire face au parti politique messianique du patriarche Antoine Gizenga et à remplir 32% au niveau local, soit 3,52% sur la balance nationale. Il est à la tête depuis avril 2012 qu'il est ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans le gouvernement d'Augustin Matata Ponyo. Trifon Kinké Mulumba est l'invité de l'émission Fauteuil. Très bien, votre parcours. Vous êtes à la fois professeur d'université, mais surtout homme politique, ayant eu une carrière plus qu'exemplaire. Lorsque, pour la première fois, vous entrez dans les institutions, comme ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, c'était par un hasard ou parce que la destinée était bien placée déjà pour vous? On dit que le hasard n'existait pas. Je crois beaucoup au destin. Tout simplement. Absolument. Je pense que le destin, c'est celui qui nous porte. Chacun de nous a un destin, je crois beaucoup au destin. Je pense que tout ce que chacun de nous peut faire aujourd'hui, si ce n'est pas inscrit selon un plan de Dieu, ça ne correspond à rien. Donc j'ai été porté par un destin, ça c'est clair. Alors, on vient de vous confier, et c'est dit dans ce portrait, un ministère très important des postes, télécommunications, nouvelles technologies d'information et de la communication. Après les élections de 2011, sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne, mais ça sera pour tout à l'heure. Bien avant, vous avez implanté un parti politique. Il a été dit dans ce portrait que vous êtes parti plutôt à la base, c'est-à-dire dans votre province, le Bandundu. Pourquoi ces choix? Pourquoi n'avoir pas fait la politique à partir de Kinshasa? Et puis, question subsidiaire, Kinké Mulumba, en faisant ce parti qui s'appelle Parti pour l'Action, vous visez plutôt le ministère ou vous visez votre implantation dans l'espace politique congolais? Un homme politique, c'est d'abord une sociologie. Je pense que lorsqu'on ignore sa sociologie, eh bien, on fait fausse route. Regardez tous ces hommes qu'on a connus dans ces pays. Prenez l'exemple de tous ces grands. Ils ont d'abord une base. Vous n'inventez pas un homme politique un beau matin. C'est une base. Il faut partir de quelque part. Je ne veux pas citer ici tous ces grands, mais prenez un homme comme Ngunz Karliband. Il a une base. Il avait une base. Et cette base l'a porté. Prenez tous les autres. Lumumba. Il avait une base. Et cette base l'a porté. Prenez Kasavubu. Une base. Et cette base l'a porté. Nous sommes dans ces pays, nous avons des espaces sociologiques connus. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Des espaces
Nous sommes des Africains. Et même ailleurs dans le monde, partout, vous verrez des gens qui sont des maîtres dans des espaces précis. Et ce sont ces gens-là que l'on verra au niveau national. Vous êtes en train de nous expliquer que pour exister en tant qu'homme politique, vous avez besoin de vous appuyer sur votre province, votre tribu, votre ethnie, ou vous voulez être un homme politique national? Non, j'ai parlé d'une sociologie. Un pays, il faut le connaître. On a combien? On a 400 ethnies, 400 tribus, 400 cultures. Et replongez-vous dans l'histoire de ces pays, replongez-vous dans la science politique de ces pays, vous verrez cette réalité. Et puis que ces pays fait des élections, eh bien, si vous voulez, la carte électorale de ce pays a toujours été une carte ethnographique. Donc, c'est une donnée majeure et malheureusement ou heureusement, il faut faire avec les réalités qui sont celles-là. On va y revenir tout à l'heure avec force détail parce que j'ai l'impression que vous avez plus d'éléments à ces sujets. Votre ministère, on en parlera. J'aimerais que nous puissions voir ensemble l'état des lieux de ces ministères des Postes et Télécommunications. Ces questions majeures qui intéressent et qui nous suivent en ce moment, la fibre optique, le code .cd, le domaine des télécoms qui devient... C'est dangereux, ça veut dire que vous me suivez. Ça n'est pas vrai, vous démentez. Je vous ai que votre gouvernement travaille beaucoup. Écoutez, le problème c'est celui-ci. Le principe, c'est que lorsqu'on a un chef de gouvernement qui est un lève-tôt et un couche-tard, vous, ces soldats, ces petits soldats, vous devez vous mettre au même niveau que lui. À supposer qu'il arrive à son bureau à 5 et qu'il vous appelle et que vous êtes dans votre lit, ça pose un problème. Donc il faut suivre, simplement. Ça change des habitudes des années 80, 90? Ça change énormément d'habitudes et ça peut pousser à la dislocation des familles. Oui, je signale que nous avons la chance. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau Madame Kinkei Mulumba. Monsieur le ministre, elle peut témoigner, oui, je pose la question. Vous parlez avec beaucoup d'assurance et c'est comme si demain, ce que vous dites se réalisera. Il y a peu, vous avez assuré les Congolais que pendant la francophonie, ça sera parti avec la fibre. Mais... Ce qui est vrai, c'est que j'ai, et je remercie Dieu, j'ai un peu ces petits dons d'annonce et qui se concrétisent. Vous me suivez depuis longtemps. Il vous est arrivé, Paul, de témoigner sur moi lors des 20 ans du journal dont vous parlez. C'était au Salon Congo. Alors il ne faut pas vous dédire. En ce qui concerne la fibre, oui, avant la francophonie, on avait des enjeux absolument, il fallait tenir avec Jean-Marie et d'autres, la patronne de la RTNC, nous étions très soucieux de la réussite de ce sommet. Et la réussite de ce sommet tenait aussi, sinon essentiellement à la communication. Vous rendez-vous compte que le président Hollande qui arriverait ici, qui cherchera à téléphoner et qui n'aurait pas la connectivité. Rendez-vous compte que le 200, 300 journalistes qui viendraient ici pour communiquer et qu'il y ait des problèmes. Nous avons pensé que la fibre pouvait régler la question. Mais puisque la fibre n'a pas été au rendez-vous, nous avons trouvé d'autres solutions, des solutions de rechange. Et la francophonie a été une belle fête pour la communication grâce notamment à ce que nous avons fait au ministère de PTNTIC. Ça ne marche pas dans ce secteur-là, et notamment l'entreprise de la communication. L'opinion congolaise était très contente, pas des menaces, mais de la manière dont vous avez demandé à ces entreprises de communication
de rendre service. Vous avez menacé, mais on se rend compte que rien ne s'est fait. Ça continue ainsi et les communications ne sont pas bonnes. Alors, elles vous ont eu ou non, vous êtes... Voici la réponse. Si les communications ne sont pas bonnes, c'est une question d'investissement. On n'investit pas en un jour. Les investissements n'ont pas suivi. J'ai fait l'annonce sur la 3e génération, la 3G. Elle est arrivée pour quelques opérateurs. Vodacom a installé la 3G. Orange a installé la 3G. Comme vous savez, Airtel n'a pas encore installé la 3G. Parce qu'il faut des investissements lourds. Quand la génération 3G arrive, eh bien, ça a des implications. Alors, ministre, vous arrivez, vous appelez ces opérateurs à la qualité. C'est un engagement de qualité. Eh bien, ils vous écoutent. Ils vous écoutent. Mais ils ont leur CEO. Ils font rapport. Le résultat, vous n'allez pas l'avoir immédiatement, il faut du temps. Parce que c'est des investissements lourds. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jamais les opérateurs n'ont été aussi encadrés, aussi surveillés qu'aujourd'hui. Et je pense que le résultat est là. Premier résultat, si je peux le dire, eh bien, au niveau de la 3G, on a une belle réussite au niveau de la 3G. Vodacom est content, Orange est content, Airtel a fait les premiers essais qui sont absolument concluants. Ça va être 100 fois mieux que ce qui s'est passé à Brazzaville. Premier résultat. Deuxième résultat, je me suis battu contre les Simbox, j'espère que vous allez en parler, pendant 10 ans. Les opérateurs ont déclaré 20 millions de minutes mois. Eh bien, nous avons mis en place un consortium qui surveille, avant même la mise en place de ces consortiums, eh bien, le nombre de communications est passé de 20 millions à 32 millions. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce que nous avons gagné, la RDC, avec ces... Le Trésor gagne parce que c'est un système, si vous voulez, déclaratif. Le Trésor facture en fonction du nombre de minutes que vous déclarez. Maintenant que nous passons de 20 à 32 millions, alors que le but, vous savez, pendant 10 ans, ceux qui nous observent, parce qu'il y a des organismes internationaux basés à l'étranger, sur des plateformes à l'extérieur, qui observent le flux d'appels, ces organismes ont noté 120 millions de minutes mois, alors que longtemps, 10 ans durant, les opérateurs ont déclaré 10 millions, 20 millions. C'est un crime. Alors maintenant que nous passons... pourquoi vous ne les avez pas poursuivis? Parce que ceux qui nous suivent, surtout les Congolais, vont dire, mais si vous avez constaté qu'on nous volait nos minutes, pourquoi vous n'avez pas, d'une façon rétroactive, non, un ministre ne se met... payer tous ceux qui ont volé l'État congolais? Vous avez parfaitement raison, mais un ministre ne se réveille pas un matin et envoie des sanctions. Il faut un cadre légal. Il fallait mettre en place ce cadre légal. Et le système est ainsi organisé que le ministre, c'est l'administration, si vous voulez, ou la politique, comme vous voulez. Mais il faut un régulateur. Les régulateurs dans le monde entier est un service indépendant. Il est, si vous voulez, le médiateur entre le public et les opérateurs et l'État. C'est le médiateur. Donc, j'attends que les régulateurs... Vous avez fait rapport à ce sujet? Bien entendu, je ne fais que chaque jour des rapports. Mais le régulateur est un service indépendant. Je suis là pour le surveiller et je suis là... Paul Diakessé. Une question simple, professeur. Je vous en prie. Vous avez des réponses très techniques, on vous comprend. Mais où va l'argent du code 243? L'argent du code 243, c'est ça? Ceux qui sont à l'étranger, code 243, c'est l'indicatif du pays. Mais c'est de ça que je parlais. Les Simbox, c'est-à-dire quoi? C'est un système... Il y a une mafia qui s'est installée à l'étranger, mais aussi à l'intérieur du pays. Mais il n'y a pas que le Congo qui est attaqué comme ça. Nous sommes attaqués, si vous voulez. Quand vous appelez de l'extérieur,
eh bien, vous recevez un numéro local ici, 243. Ça veut dire que cet appel international a été capturé et a été transformé en appel local. Là où, par exemple, l'État congolais aurait dû gagner 10 $, 20 $, eh bien, il ne gagne plus que $1. C'est une perte énorme Et d'argent. techniquement, comment vous avez pallié à ça? Bien. D'abord, comment ça fonctionne? On dit SIM-box, ça veut dire qu'il faut avoir une carte. SIM-box, c'est l'Internet. Les deux font SIM-box. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je ne connais pas ces systèmes. Je ne suis pas dans cette mafia, bien entendu. Mais ça fonctionne comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Alors, on a mis en place un gateway, c'est-à-dire un observateur, un système qui est en mesure de capter ces appels. Enfin, je vais dire d'abord, d'identifier le nombre d'appels, ça c'est une chose. De deux, de faire éliminer par un système de track électronique ces appels. Voilà. Et depuis le mois de février, ce système est en place. Et au mois de mars, il va monter en puissance. Au mois d'avril, nous attendons que ces systèmes nous permettent d'avoir nos 120 millions de minutes au mois. Une dernière question, professeur. À qui profite le démembrement ou l'implosion du M23? À qui ça profite, selon vous? À qui voulez-vous que ça profite? Le M23 a été une mauvaise opération pour ceux qui l'ont créé. Puisque c'était une mauvaise opération, ça ne pouvait qu'échouer. Je pense que tout le monde, toutes les personnes pertinentes ont annoncé cette fin. Ce qui arrive était connu. Merci pour votre question. Merci, professeur. Merci. Alors, le temps qu'on le raccompagne, j'aimerais quand même, parce que vous parlez d'M23, vous posez une question vraiment directe. Lorsque M23 prend Goma, ici à Kinshasa, c'est un désert, quasiment tout le monde commençait un peu, je dirais, à se cacher pour voir venir la situation. Et vous étiez à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans le Bandundu. Qu'est-ce qui vous a motivé, Kinké Mulumba, à faire une mobilisation pour un président de la République et pour un système qui était en difficulté avec une ville qui est tombée? Et vous avez récidivé ça, ou plutôt vous l'avez fait avant, pendant la campagne électorale, avec des meetings. Si je peux poser ma question, on ne peut plus directement. L'engagement de Kinké Mulumba auprès de Joseph Kabila, c'est à quel niveau? Qu'est-ce que vous poursuivez? Je vais vous dire la vérité. J'ai rencontré le président de la République à mon retour de l'Est du pays. Je ne l'avais jamais vu avant. Lorsque j'ai vu cet homme dans son bureau du Palais de la Nation, eh bien, ma conviction sur lui s'est établie. Et je pense que j'ai témoigné dans un article qui est resté historique, ma rencontre avec Kabila. Ça fait beaucoup d'impact. Je racontais qui il était, effectivement. Et je pense que ça a aidé énormément de compatriotes à mieux le connaître. Depuis lors, je n'ai pas changé. Je suis convaincu du fait qu'il porte un destin. Je suis convaincu du fait que les Congolais ne le connaissent pas assez. Je suis convaincu du fait qu'il porte une puissance en lui-même. Et je suis convaincu du fait que c'est Dieu qui le protège. Alors, vous dites, je me trouve effectivement dans le Bandundu, à l'occasion d'une visite de remerciement. Dieu fait bien les choses. Eh bien, c'est ce jour-là que Goma tombe et que les rebelles se mettent à marcher sur Bukavu alors que Kisangani s'apprête à se déclarer ville libérée. Que voulez-vous que je fasse? Ben, faire comme tout le monde. Mais, se planquer et puis attendre que ça se passe ou voir venir la situation. Précisément, il ne fallait pas faire comme tout le monde.
C'est à ce moment qu'il faut se mettre debout et protéger ses convictions. J'ai des convictions fortes. Je suis un homme de convictions. Et je me suis dit, c'est injuste. Il faut faire quelque chose. Effectivement, nous l'avons fait. Et heureusement que les médias ont relayé. Et ça continue. Il n'y a pas que ça. Bon, vous avez raison. Plus tard, une semaine après, lorsque l'étranger s'est mobilisé pour le président, c'est à ce moment-là qu'on a vu beaucoup sortir de leur trou. C'est bien dommage. Mais c'est par quoi? Par conviction ou vous, les politiciens, vous êtes calculateurs à chaque fois? Quand vous sentez que le bateau tangue, mais vous essayez de prendre vos précautions. Dans ce cas-là, vous avez bien compris que ma conviction était de protéger. C'est vraiment le mot, de protéger. Vous savez, il y a des choses qui sont claires. Moi, je viens d'une province qui a massivement voté pour Kabila. Et je suis redevable face à ce vote que ma province a donné au président Kabila. Et si, c'est aussi simple que ça, si quelque chose de tragique arrivait sur le plan politique à notre président, eh bien, la province me demanderait des comptes. J'ai donc l'obligation, moi, de mobiliser justement l'opinion et ma province et le Congo entier en disant il faut protéger. Mais ce n'est pas une façon d'avoir pas un fonds de commerce, mais un poids politique qui pèse aujourd'hui au gouvernement pour vous? Mais écoutez, je ne vois pas les choses de cette manière. Il n'y a pas que ça. Regardez, à la FICIN, nous avons organisé une manifestation qui a été une manifestation historique. Selon les journalistes qui avaient été là, jamais une telle manifestation n'avait été organisée. Et je vous ai dit tout à l'heure, un homme politique, c'est une sociologie. Et j'espère que vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. Nous sommes, nous, dans le cadre d'une sociologie. Nous avons, nous, si vous voulez, une population qui nous écoute, qui nous regarde, qui nous suit. Et votre base. Chacun de mots qui sort, si nous sortons ces mots, c'est toujours en fonction d'un peuple qui nous écoute. C'est ça être un dirigeant. C'est ça être un leader. C'est important. On a bien compris, on va embrayer l'émission avec Karine Kabou-Toutou. Il va nous rejoindre maintenant, Raga Télévision, l'une des meilleures journalistes de la RDC, et qu'elle est l'habituée de l'émission. Je vous confie le ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Il y a peu, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est vanté lors d'un point de presse d'avoir fait gagner au Trésor public une importante somme d'argent en vendant la licence 3G à quelques opérateurs des télécoms œuvrant dans notre pays, la licence 3G à 15 millions de dollars américains. Nos sources à l'époque nous avaient renseigné que cette licence 3G est vendue sous d'autres cieux à des centaines de millions de dollars. Alors aujourd'hui, dites-nous, quels sont les facteurs qui ont fait qu'en ces temps-là, la licence 3G soit vendue moins cher en notre pays comparé à d'autres pays? Madame, je vous remercie. Ça montre que vous avez de la suite dans les idées. Je pense que c'est bien vous qui aviez justement posé la question au Premier ministre. Et je pense que la réponse du Premier ministre était claire. Et vous revenez sur la question. Oui, parce que vous êtes là, vous êtes le patron. Mais j'ai eu à m'expliquer longuement face à madame, mais j'ai l'impression que la licence 3G la préoccupe. Écoutez, je vais vous répondre. Ça préoccupe les peuples, monsieur le ministre. Je vais vous répondre, madame. Il y a des principes. En arrivant au ministère, j'ai rencontré un arrêté qui fixait cette licence à 15 millions de dollars, d'une part. Deux, cette licence avait été déjà vendue à un opérateur, Orange. C'était à l'époque 15 millions de dollars. Moins cher, oui, on aurait pu vendre. Mais vous ne pouvez pas comparer les consommateurs congolais, qui restent en Afrique, aux consommateurs gabonais. Ça, on
compris, Monsieur le ministre. Votre credo au sein du gouvernement Matata, c'est la gestion axée sur les résultats. Et pour ce faire, chaque membre du gouvernement a une feuille des routes. Vous aussi, je présume. Où en êtes-vous aujourd'hui avec votre feuille des routes? Combien d'objectifs atteints jusqu'ici? Les dernières nouvelles m'amènent à dire qu'on a atteint les 100% de résultats. Étonnant. Bon. Et c'est vrai que ça coïncide avec les 1 an de votre gouvernement. Voilà. Oui. On a atteint 100% de résultats. Quels sont ces objectifs, rapidement? Le cadre légal a été absolument exécuté. La 3G a été absolument exécutée. La fibre optique... n'est pas encore au rendez-vous. Mais attendez, en ce qui nous concerne, elle est terminée. Mais madame, il y a ce que le ministère doit faire et ce que d'autres doivent faire. Chacun a sa part de travail. Nous, chez nous, on a déjà vidé. Donc, c'est à d'autres de faire leur part de travail. Voilà, madame. On va prendre autre chose. Il y a une semaine, vous avez retiré la fréquence à 9 chaînes de télévision. Je vous en prie, j'espère que ce n'est pas la vôtre. Non, pas la mienne. Moi, je suis sur Raga Télévision, elle n'a pas de problème. Pour non-paiement... Si, Raga doit de l'argent. Pas beaucoup, mais Raga doit de l'argent. C'est un autre dossier. Bon. Il y a une semaine, vous avez retiré la fréquence à 9 chaînes de télévision pour non-paiement des redevances dues au trésor public. Une décision qualifiée d'extrême et d'arbitraire par certaines organisations professionnelles. Votre réaction, Monsieur le ministre? Madame, soyons sérieux. Vous êtes sur un plateau de télévision, une émission aussi importante. Comment pouvez-vous dire des choses comme ça? Voilà. Vous êtes en train de vous contredire. Vous dites, nous avons une gestion axée sur le résultat. Ça veut dire quoi? Le président de la République a fait un discours en fixant le cap de l'émergence. Nous devons aller vers l'émergence. Aller vers l'émergence, ça veut dire quoi, madame? C'est-à-dire passer de 4 milliards de dollars de budget aujourd'hui à 40 milliards de dollars, à 100 milliards de dollars. Nous en avons la capacité. Vous savez, quand nous on a 4 milliards de dollars, vous savez combien le Congo-Brazzaville a? 3 fois plus. Vous savez combien l'Angola a? 10 fois plus. Alors, pour ça, il faut que chacun de nous, moi je suis un service d'assiette, madame. Je suis exactement comme la DGDA. Je suis un service d'impôt. Je suis un collecteur d'impôts. Je vends quoi, madame? Je vends la fréquence. C'est ce qu'on appelle la ressource rare. Mais si je ne vends pas cette fréquence, si vous ne me payez pas, comment voulez-vous que le pays puisse avoir un budget qui lui permette d'aller à comment dirais-je, à ce cap qu'on arrive, qu'on puisse tenir les promesses de l'émergence? Ce n'est pas possible, d'une part. D'une part. De deux, madame, vous êtes des entreprises. Les radios, télévisions sont des entreprises. Et ces entreprises doivent être des entreprises citoyennes. Est-ce que vous savez que l'impôt doit être payé à une date précise? Et si vous ne payez pas cet impôt à une date précise, eh bien, vous courez les risques d'être sanctionné. Aujourd'hui, si on regarde, les radios-télévisions doivent à la République, au Trésor, environ 2 millions de dollars. Et si vous ne payez pas? Mais les ONG de défense des droits de l'homme ne vont pas vous dire que vous brimez la liberté d'expression? Jean-Marie, ça n'a absolument rien à voir avec la liberté d'expression. Moi, je fais mon travail de collecteur d'impôts. D'autres peuvent s'occuper de la liberté de la presse. Mais dans le cas de la liberté de la presse, c'est un débat, on peut l'engager. Et je suis vraiment à l'aise. Pensez-vous, mais je sors de mon statut de collecteur d'impôts, pensez-vous que pour assurer la liberté de la presse, on a besoin de 100 télévisions, 100 radios, 100 journaux? Allez en France, vous avez été en France. Pensez-vous qu'il y a 100 télévisions, 100 radios en France? Des télévisions, des radios nationales? Karine Kabuto, dernière question.
Justement, ma dernière question, c'est que vous avez été l'un des proches et derniers collaborateurs du maréchal Mobutu. Collaborateur, qu'est-ce que vous appelez? Retirez d'abord ça, madame. Parce qu'il faut connaître votre histoire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez collaborateur? Non, non, non. Vous avez été ministre. J'étais ministre 45 jours. Alors, il ne faut pas parler de collaborateur. Vous avez collaboré avec le maréchal Mobutu. Mais vous étiez où à ce moment-là? Est-ce que vous savez que dans ces pays, lorsqu'on n'était même pas encore né, on était membre du MPR? Est-ce que vous le savez? D'accord, je vous le concède, monsieur le ministre. Oui, posez la question. Je vous le concède, vous avez collaboré avec Quel âge vous avez, madame? Là n'est pas la question. Non, 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 c'est important. C'est moi qui pose des attendez, questions, s'il si vous vous plaît. êtes journaliste, Oui. donc vous êtes une personne sérieuse. Il faut venir avec des questions sérieuses. Bien sûr, Je c'est une n'ai question jamais été... sérieuse. Laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît. Alors, je vous en prie. Allez-y. Vous avez collaboré, vous avez été l'un des proches et Alors, derniers vous reprenez le mot collaborer. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question, vous allez réagir, Est-ce que monsieur le vous ministre. savez que j'ai fait la prison 2 fois sous Mobutu? Vous ne connaissez peut-être D'accord, mais pas. vous allez répondre. Mais je suis en train de vous répondre. Je n'ai pas encore fini D'abord, ma je veux que question, vous puissiez s'il vous retirer plaît. le mot collaborer. Parce que j'ai fait la prison 2 fois sous Mobutu. Vous avez travaillé avec le maréchal Mobutu. Vous aviez, laissez-moi terminer ma question. Vous avez Je vous en travaillé prie. avec le maréchal Mobutu. Vous aviez un idéal, puisque vous l'avez dit au début de cette émission, vous êtes un homme des convictions. Vous voilà aujourd'hui avec le président Kabila, 2 chefs d'État, 2 visions différentes, diamétralement opposées. Votre idéal est toujours le même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Votre combat en tant qu'homme politique est-il resté constant, monsieur le ministre? Voilà, la question est posée, le ministre peut répondre. D'abord, madame, si vous voyez la classe politique aujourd'hui, c'est la même classe politique d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, à moins que vous décidiez de pouvoir assumer l'extinction de cette classe politique. Vous m'avez compris? Le président du Sénat, aujourd'hui, il a été 3 fois Premier ministre de Mobutu. J'espère que vous lui vouez du respect. J'ai été 45 jours ministre de Mobutu et je n'ai pas été payé. Ça, on ne Vous savait pas. l'apprenez aujourd'hui. Ça, on ne le savait pas. Mais merci beaucoup, on est vraiment limité par les temps carrés. Alors, je vous pas donne répondu à ma question, le nom. s'il vous plaît. Oui. Monsieur Ntsinga Udju Ongwankebi Ontube est là en vie. Ancien ministre de la Justice. Posez-lui la question si j'ai été payé pendant les 45 jours. Ça, on le sait. Votre Maintenant, on va combat lui est-il demander. resté constant? Attendez. Vous voulez que j'ouvre une page? Voilà. J'ai été nommé dans le gouvernement Mobutu. Mobutu était mourant, je vous dis. Pour devenir ministre, on prêtait serment. Savez-vous que je n'ai jamais prêté serment? Là, je vous informe. Je n'ai jamais prêté serment. Donc, 45 jours. Alors, pour donc être membre de cette équipe de Mobutu, on vous nommait, vous veniez devant lui prêter le serment. Et je me suis retrouvé là comment? C'est important que je vous le dise. Mobutu était pratiquement à Kenge, dans le Mandundu, et ici, les chancelleries s'organisent, c'est la première fois que je l'ai dit, s'organisent pour mettre en place des ténors. Et il se trouve que j'ai été choisi parmi les ténors. Vous savez qui faisait partie de ce gouvernement? C'est les meilleurs de ce pays à l'époque, des généraux. Les meilleurs. Je ne vais pas vous citer les noms, certains sont morts. Quand vous prenez au civil un homme comme Kamanda, c'est une sommité. Et je faisais partie de cette équipe. Mais vous n'avez pas été payé, vous Alors, n'avez pas fonctionné normalement. On a Alors, bien non, compris. je termine. Oui. Les chancelleries mettent en place ici une équipe réduite pour dire nous sommes entrés en contact avec l'équipe du président Kabila, la fidèle qui arrive, et vous allez vous mettre ensemble. Vous serez 20 ministres, on était 25 ministres, et ils vont venir avec 25 ministres, vous allez former une équipe de 50 ministres. Et vous allez gouverner ce pays. On a choisi le meilleur. Vous voyez Et ça, la c'est les liste. dessous
des cartes. Attendez, non, non, je termine. Le temps est court, monsieur Je le termine. ministre. Oui. Mais malheureusement, le soir même, eh bien, le chef d'état-major est tué. Le général Mayele est tué. Et tout bascule. Voilà comment je n'ai jamais fait partie de cette équipe qui devrait diriger le pays au lendemain de la prise de la ville de Kinshasa. Et la suite, on connaît. Merci Karine Kaboutoudou. Il nous reste un journaliste pour clôturer cette partie. J'aimerais quand même, Mulumba, ministre, d'un portefeuille très important, comment vous allez peser dans ces dialogues, dans ces concertations nationales? Bien, d'abord, ces concertations nationales ont été annoncées, pas encore convoquées dans la République. Il faut savoir que la politique est dynamique. Il y a un cadre dans lequel quelque chose a été annoncé. Si le cadre n'y est plus, je pense, on peut considérer que le cadre a cessé. Pourquoi vous parlez de la fin probable de la guerre à l'Est, c'était pour mettre fin à la guerre à l'Est et stabiliser le pays, non? Jean-Marie, nous l'avons toujours dit, je crois, sur cette élite, comment dire, ces champignons qui enlaidissent la ville. Mais ça fait quoi? Peut-être que d'ici quelques temps, je vais vous faire la grande annonce parce qu'on aura mis la main sur toutes ces personnes. Mais le jour de ma nomination, savez-vous que j'ai reçu en cadeau un revolver, une balle dans la chambre du revolver et un Motorola? Et ça venait de qui? Ben, ça venait de qui? Comment voulez-vous que je sache? Ça venait de qui? Et c'est pour vous empêcher de prendre de bonnes décisions? Mais c'est pour m'empêcher, si vous voulez, c'est un message qui m'était envoyé. Alors, oui, les opérateurs ont intérêt, naturellement, à ce que le secteur marche. L'État a intérêt à ce que le secteur marche. Mais les opérateurs vendent les cartes SIM. Mais les cartes SIM, alors qu'on achète une carte SIM à 5 $, il se trouve que d'autres vous vendent une carte SIM à 75 $. Récemment, j'ai reçu des appels des députés femmes qui m'appelaient, des non-députés femmes qui m'appelaient des États-Unis en disant qu'elles avaient acheté des cartes SIM auprès d'un commerçant sur place et que ces cartes SIM étaient en fait des SIM-box. Nous sommes en train de mener des enquêtes. Nous avons mis en place une commission avec le service des polices. Nous sommes en train d'enquêter. Kinké Mulumba, quelque temps après sa nomination, effectue des visites d'inspection dans les entreprises, surtout opérateurs des téléphonie cellulaire privées. Il arrive dans l'une des grandes sociétés de la place, jetait son nom, et à l'issue de cette visite, le reporter lui tend le micro, et le ministre Kinké Mulumba déclare « C'est ici que commence la révolution de la modernité ». La déclaration venant du ministre, comment vous l'avez trouvée? Quand c'est le ministre qui dit c'est ici que commence la révolution de la modernité, il ne s'agit pas de l'entreprise, il s'agit du secteur. Tout à fait comme la fibre optique que nous allons inaugurer bientôt, c'est la révolution de la modernité. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela va apporter. Écoutez, moi je viens de Barcelone. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, en deux mots. J'ai rencontré le plus grand savant du secteur, Negroponte. Qu'est-ce qu'il a dit au ministre des télécommunications que nous étions là tous, une trentaine? Vous êtes les ministres de l'Éducation nationale. Il a donné l'expérience d'une enquête. Il a raconté l'enquête qu'il a réalisée en Éthiopie et au Kenya. Il a distribué des iPads, des tablettes tactiles et des téléphones à une trentaine d'enfants dans des villages où on ne savait ni lire, ni écrire, ni parler l'anglais, ni parler le français. Au bout d'une heure,
chacun des enfants avait réussi à ouvrir l'iPad. À la fin de la journée, chacun des enfants savait pianoter sur l'iPad. Au bout d'une semaine, les enfants s'échangeaient des messages. Ils pouvaient même piéger Android. Et au bout d'un mois, chacun des enfants savait parler le français, l'anglais. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que arrêter d'investir dans les maîtres d'école, c'est compliqué. Eh bien, réduisez les prix de l'iPad, réduisez les prix du téléphone, et vous allez booster l'éducation. Parce qu'en fait, cet enfant, au lieu d'avoir juste un maître d'école face à lui, il a 1000, 10 000, 20 000 maîtres d'école. C'est lui-même qui fait la recherche sur Internet. C'est formidable ça. Et c'est ça la révolution de la modernité. Et ça c'est côté éducation. Mais côté médecine, est-ce que vous savez que grâce au haut débit que nous allons bientôt avoir, eh bien, nos médecins peuvent aujourd'hui faire des opérations sans avoir à se déplacer. Juste avec un professeur qui serait sur une île, je ne sais pas où en Inde, ou je ne sais pas, une île ou en Inde, eh bien, qui est en train de les guider. La télémédecine. La télémédecine. Ce qu'on appelle l'e-commerce. Tout ce que nous pouvons faire ici. Par exemple, je vous donne un exemple. Nos agriculteurs, avec les techniques culturelles, nos agriculteurs peuvent être dans la brousse quelque part. Grâce à la téléphonie rurale que nous sommes en train de mettre en route, eh bien, ces gens-là peuvent suivre le développement de leur secteur et suivre les marchés grâce simplement à la connectivité. Donc, la connectivité est un droit de l'homme, en effet, comme le manger, comme le boire. La connectivité permet de booster l'économie. Et le fait de s'engager matin, midi, soir, eh bien, ça vous produit de la richesse. Un pays comme l'Inde a atteint le statut de pays émergent grâce aux télécommunications. Et plein d'autres pays. Dernière question. Oui, justement, vous avez vécu une belle expérience à Barcelone, donc en Espagne. Mais aujourd'hui, compte tenu des indices tracés par les Nations Unies et par rapport à ce que vous venez de suivre ou de vivre, comment classez-vous la République démocratique du Congo? Est-elle simplement en retard ou terriblement en retard? Nous sommes terriblement en retard. Nous sommes le trou noir. Vous savez, même tous les pays qui nous entourent aujourd'hui sont en avance par rapport à nous. Et nous sommes en train, nous, de bloquer le développement de l'Afrique, le développement du Congo et le développement du monde. Et heureusement, justement, que le président de la République a décidé de cette connexion au câble WAX que nous allons pouvoir sortir de ce trou noir. Mais vous connaissez l'histoire qui a entouré cette connexion avec les envois en prison. Mais heureusement que tout ça, c'est une page tournée. Nous regardons face à nous et nous avançons. Merci. Nous allons attraper le retard. Votre sincérité, mais j'ai une toute petite question. Très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, Kinké Moulumba regrette d'avoir passé un temps au RCD Goma avec tout ce que la guerre a produit dans notre pays, mort d'hommes, viol des femmes? Est-ce que Kinké Moulumba, Congolais qui aime son pays, il regrette aujourd'hui d'être passé par là? Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, mon passage à Goma, à l'est du pays, m'a ouvert les horizons. Vous savez, tout un pays comme le nôtre vit au rythme de Goma, vit au rythme de l'Est, vit au rythme du Kivu. Et beaucoup de Congolais ne connaissent pas le Kivu. Et moi, je connais le Kivu.
Et je remercie Dieu d'avoir fait que j'ai pu passer autant d'années à l'Est, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une autre dimension, une autre connaissance de ces pays. Mais il faut y aller, il ne faut pas retourner. Je veux dire, j'ai été là. Ces pays ont connu des bonnes rébellions. L'AFDL, on a toujours dit, a été une bonne rébellion. Le RCD était déjà une moins bonne rébellion. Mais ce qui est très... Moins bonne avec autant de femmes violées, autant des morts, Kinké Moulumba. Moins bonne. Merci, merci. Mais je dis moins bonne par rapport à l'AFDL. On est d'accord, on se comprend, non? Merci beaucoup, et les autres ont été des rébellions de trop. On a toujours dit. Dont l'M23 aussi. L'M23 pire. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, on s'achemine vers la fin de cette émission. J'aimerais vous poser une question beaucoup plus sociale. Parce que vous êtes quand même le patron de quelques entreprises. Du portefeuille. Vous parlez de la révolution de la modernité avec de la compétence, une certaine adaptabilité à l'évolution des nouvelles technologies. Mais on voit dans ces entreprises des gens d'un certain âge qui ne peuvent pas à la fois faire comme ces enfants d'Espagne avec l'iPad. Comment vous allez faire pour l'ex-l'OCPT mettre au diapason de nouvelles technologies d'information et de la communication et garder les gens qui n'ont pas le niveau? C'est le problème qu'ont toutes nos entreprises publiques. Il n'y a pas que la SCPT, vous verrez cette situation partout, oui, dans toutes nos entreprises publiques. Bon, vous allez faire comment? Bon, aujourd'hui, tout le monde dit, j'ai regardé tout à l'heure avant de venir une émission où on disait, même en France, tout le monde dit que l'avenir, c'est la modernisation. Eh bien, il faut aller vers la modernisation. L'avenir, c'est la dématérialisation. C'est pour ça qu'il faut absolument saluer, tout le monde salue, la bancarisation. Il faut aller vers ça. L'avenir, c'est la modernité. La modernité, le président de la République a dit le mot, la révolution de la modernité. Eh bien, ou, écoutez, vous vous mettez au diapason, ou vous restez sur les quais. Vous n'avez pas peur des grèves? Oh, écoutez, si on doit pouvoir avancer, je pense qu'il nous faut absolument prendre des décisions courageuses. Je pense que c'est important pour l'État de s'assumer. Je pense que le plus important pour nous, c'est pas ce que nous, c'est que les gens disent aujourd'hui. Je pense que le plus important, c'est... Merci beaucoup. On va terminer cette émission avec un étudiant du campus de Kinshasa, deuxième licence, qui a une question au ministre, parce qu'on s'intéresse à la jeunesse et cette jeunesse est soucieuse aussi de savoir s'il y a pour elle. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous gérez un secteur vraiment sensible à la recherche scientifique. Vous savez aujourd'hui qu'accéder à l'Internet pour un étudiant congolais, c'est vraiment un luxe. Qu'est-ce que vous faites en tant que professeur et décideur? La défiscalisation. On a décidé. Ça fait partie de ma feuille de route, mais pas maintenant. Je veux dire, les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois, on a déjà... Là, nous allons devoir, c'est un peu l'enseignement que j'apporte de Barcelone, mais je l'avais déjà avant, c'est qu'il faut absolument défiscaliser. Il faut passer il faut que le téléphone passe de $100 à $20. Il faut que l'iPad passe de $800 à $200 ou à $100. Il faut que la connectivité puisse être assurée, parce que la connectivité, c'est un droit de l'homme. Et pour vous, justement, étudiants,
Aujourd'hui, si vous allez dans des pays limitrophes, vous allez voir l'avancée. Même au niveau du gouvernement. Moi, je connais, j'ai en tout cas entendu parler, des gouvernements qui n'ont plus de papier, de feuilles, qui fonctionnent grâce à l'Internet ou à l'intranet. Nous allons encore au Conseil des ministres avec des documents physiques, alors que ces documents, on aurait pu les avoir déjà... mais pour les étudiants congolais, parce que, monsieur le ministre, on est très suivi sur les campus universitaires, il se pose la question, est-ce qu'il y a un dispositif au niveau ministériel, par exemple la gratuité d'accès ou des équipements spécifiques sur des campus? On a parlé de l'université virtuelle, par exemple. Alors, où est-ce que vous en êtes avec ces dispositifs? Ça commence par la fibre optique. Il faut déjà ça, le haut débit. J'ai été sur le campus pour voir une activité qui est menée là-bas avec le e-médecine. Je pense que vous m'avez vu là, mais vous passez par le satellite. C'est long, c'est coûteux, alors que la fibre optique, c'est les très hauts débits, c'est sécurisé, c'est le bas prix. C'est ça l'intérêt. Donc, dès que nous entrons dans la fibre optique, eh bien à ce moment-là, va être cette autre étape défiscalisée. Réduire le prix. Monsieur le ministre, parce qu'on touche quasiment à la fin de cette émission, je vais vous vous poser deux petites questions de confiance. Vous êtes un homme politique, vous êtes bien assis là dans un fauteuil. Quelle réponse voulez-vous que je vous donne? Ben, la bonne. La bonne, c'est que l'essentiel est de faire son travail. Quand vous êtes dans le cadre d'un gouvernement, je pense que le plus important, c'est la collaboration. Ce n'est pas l'amour. Ce qui vous est demandé, ce n'est pas d'avoir de l'amour pour quelqu'un, mais c'est de collaborer. Parce que nous sommes des hommes d'État. C'est sans état d'âme, vous faites ce travail. Je pense qu'à un niveau comme celui-là, d'État, le plus important, c'est le travail, ce n'est pas le sentiment. Kinké Moulumba, aujourd'hui, patron d'un parti politique qui pèse dans la majorité présidentielle, est-ce que vous redoutez ce qu'ils disent de vous, que vous avez trop de personnalité et quelquefois vous êtes trop à l'aise et vous gênez parfois? Mais un homme politique doit avoir, si vous voulez, des objectifs. Et pour réaliser ces objectifs, il faut mettre en place une dynamique. Chacun de nous est doté par le Seigneur d'un potentiel. Et dans le cas d'espèce, je remercie Dieu, matin, midi, soir, de m'avoir permis d'être ce que je suis, porteur d'un tel potentiel. Vous avez certes une famille, vous en avez beaucoup, ni des madames, ni des enfants. Choqué, au ministre? Non, j'ai une épouse qui se trouve être là, j'ai des enfants qui se trouvent, dont l'un est là, il est au Parlement, c'est une excellente chose. Je lisais il y a 2 jours l'histoire de ce président de la Commission européenne, qui Jacques Delors? Non, Herman, comment il s'appelle? Van Rompuy? Van Rompuy, oui. Qui va prendre sa retraite et qui disait, j'ai mon épouse, elle va se présenter, toujours présenter, j'ai mes enfants qui présenter aux élections, j'ai derrière moi ma famille. Donc je vous demande, vous Belges, si vous voulez, votez pour eux. C'est normal. Kinké Moulumba, un homme riche ou un homme qui vit bien? Riche, je ne suis pas riche.
mais je ne suis pas pauvre non plus, et heureusement. Merci beaucoup. Votre fauteuil blanc est terminé. Venez avec moi. Est-ce que vous auriez convaincu ceux qui nous ont suivis ici et à l'étranger? Est-ce que vous êtes sûr que tout ce que vous nous avez dit est compris comme tel? Jean-Marie, je vous ai dit que je venais ici pour répondre aux questions que vous alliez pouvoir me poser. Et comme on dit, l'essentiel est de poser des bonnes questions, et vous avez posé des bonnes questions. J'ai essayé de donner les réponses, et j'espère que les réponses ont été celles que je devais donner. Merci beaucoup. Vous étiez accompagné par le cabinet, madame et l'enfant. Vous pouvez les saluer. L'émission est terminée. Merci. À très bientôt. Merci. Et puis le public peut vous applaudir aussi parce que l'émission est terminée.